L'Iran a gagné. C'est ce qu'affirme le nouveau guide suprême. Et si c'est vrai, ce qui vient maintenant est bien plus important que la guerre elle-même. Mojtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, tué dès les premiers jours des bombardements massifs de Washington et d'Israël sur Téhéran, vient de prononcer son premier message officiel à la nation iranienne à l'occasion du 40e jour du décès de son père. Et ce qu'il a dit n'est pas anodin. Il a d'abord qualifié le peuple iranien de véritable vainqueur de cette guerre. Il a décrit l'offensive américano-israélienne comme l'un des crimes les plus graves jamais commis contre l'islam et contre l'Iran. Mais au-delà de la rhétorique, une phrase dans ce message change tout. Le nouveau guide suprême a annoncé que la gestion du détroit d'Ormuz va passer à un niveau supérieur. En langage diplomatique, cela signifie une chose très précise. L'Iran est prêt à utiliser le contrôle de cette artère vitale du commerce mondial comme levier de négociation ou de pression. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a exigé une indemnisation formelle de la part des États-Unis pour les victimes civiles, pour les dommages matériels, pour ses combattants. Une demande que Washington s'était engagé à prendre en compte dans les accords de cessez-le-feu. Le problème, c'est que Trump semble avoir commodément oublié cette clause. Le même Trump qui avait déjà effacé de sa mémoire le chapitre sur le Liban dans ces mêmes accords. Quelle coïncidence! Le nouveau guide a également été clair sur un autre point. L'Iran n'a jamais cherché cette guerre, mais ne renoncera à aucun de ses droits légitimes. Et en évoquant le front de la résistance comme un bloc unifié, le message était sans ambiguïté. Le Hezbollah, au Liban, fait toujours partie intégrante de ce front. Il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres. Ensuite vint quelque chose de particulièrement remarquable. Khamenei s'est adressé directement aux voisins du sud de l'Iran, c'est-à-dire aux pays du Golfe et à la Ligue arabe, leur disant qu'ils sont en train d'assister à un miracle, qu'ils observent attentivement, qu'ils restent fermes et qu'ils se méfient des fausses promesses des démons. À qui faisait-il référence avec ce dernier mot? Je vous laisse y réfléchir. Mais il se passe quelque chose en Amérique latine que nous ne pouvons pas ignorer et qui entretient un lien direct avec cette logique de puissance que nous venons d'analyser. L'Équateur. Il faut porter une attention particulière à l'Équateur. Des sources font état d'une attaque de force américaine contre un bateau de pêche équatorien. L'équipage est porté disparu. Et pendant ce temps, le président Daniel Noboa, né à Miami, citoyen américain de première identité avec des parents équatoriens comme second rattachement, n'a pas protesté. Il est sorti défendre la présence de troupes américaines sur le sol équatorien. Il faut souligner cela. Il n'a pas défendu l'Équateur face aux troupes étrangères. Il a défendu la présence de ces troupes dans son propre pays. Et ce, en ignorant un fait politique fondamental. En novembre dernier, les citoyens équatoriens ont voté massivement contre l'établissement de bases militaires étrangères sur leur territoire et contre la cession d'installations nationales à des forces armées extérieures. La volonté populaire était claire. Noboa l'a simplement ignorée. Son argument, cette présence militaire aidera à résoudre la crise sécuritaire interne. Que les taux d'homicides ont déjà chuté de 38% à la frontière. Que tout est sous contrôle. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le Moyen-Orient a entendu exactement les mêmes arguments pendant des décennies. Les bases américaines allaient apporter la stabilité. La présence militaire de Washington allait garantir la sécurité régionale. Le résultat? Un conflit dévastateur qui frappe le PIB des pays du Golfe, qui affecte leurs exportations de pétrole et de gaz, et qui a plongé la région dans une instabilité sans précédent. La Maison-Blanche avait promis la sécurité. Elle a livré le chaos. Introduire un loup dans un poulailler parce qu'on a un problème de renard, ce n'est pas une solution. C'est un problème plus grave, déguisé en remède. C'est dans cette même logique que s'inscrit la proposition de Netanyahou de négocier avec le Liban le désarmement du Hezbollah. Ça semble raisonnable en titre de journal. Mais quand on l'analyse en profondeur, la question s'impose. Avec qui exactement Netanyahou va-t-il négocier? Avec un État libanais qui ne dispose pas d'une armée fonctionnelle? Avec un gouvernement qui ne contrôle pas effectivement son propre territoire? Ce qu'Israël veut, au fond, c'est qu'il ne reste plus une seule arme au Liban, aucun groupe armé, aucune capacité défensive,
Et une fois que cela sera fait, la question que personne ne pose à voix haute est « qu'est-ce qui suit ?» Car Israël continue d'enrichir de l'uranium à Dimona. Ces arsenaux nucléaires n'ont jamais été inspectés par aucun organisme international. La Cour pénale internationale ne dispose pas de mécanismes effectifs pour agir sur ces forces armées. Et pourtant, l'exigence de désarmement ne pointe toujours que dans une seule direction. Si l'on veut véritablement pacifier le Moyen-Orient, le débat sur le désarmement devrait être symétrique. Si personne ne peut détenir d'armes nucléaires, ce principe doit s'appliquer à tous, sans exception fondée sur des alliances géopolitiques. Car un standard qui ne s'applique qu'aux adversaires de l'Occident n'est pas un standard moral. C'est un outil politique, et c'est précisément ce qui est en jeu en ce moment, en Iran, au Liban, en Équateur, et dans toute l'architecture du pouvoir mondial qui se redessine sous nos yeux.